Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ce format qui commence maintenant à avoir fait un sacré bout de chemin. On arrive bientôt au 1 mois, donc on fera, j'imagine, un petit bilan. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. J'ai très peu préparé cette vidéo, c'est de du full impro. J'ai choisi 3 questions, évidemment, comme d'habitude, vous commencez à connaître. 3 questions très variées, de l'ordre personnel, de l'ordre des super-héros, etc. Vous allez voir, on est plutôt gâté là-dessus. À chaque fois, je fais de la contorsion pour aller choper la question. Pourquoi tant de déménagements, on nous demande Swarls, t'as la bougeotte, ou c'est à chaque fois pour le travail. Alors promis, après j'arrête de vous parler de ce déménagement, mais effectivement, vous êtes avec moi tous les jours, donc forcément, ce qui anime mes journées actuellement, c'est le déménagement, et vos questions forcément s'orientent un peu là-dessus. Désolé pour ceux qui en auraient marre que j'en parle de ça. Donc pourquoi tant de déménagements? C'est vrai que depuis que vous me connaissez, il y a eu ça sera le 5e appartement dans lequel on va aller. Donc oui, ça fait beaucoup en 3 ans de chaîne. Pourquoi un peu des deux. Un peu des deux. Il y a eu des raisons professionnelles. Le premier appartement, c'était pour ça. Le deuxième aussi. Il y a eu des raisons personnelles, comme la maison qu'on a eue l'été dernier. Et puis là, par exemple, c'est parce que j'ai la bougeotte. Effectivement, il y a des. En fait, je suis quelqu'un qui a pas peur de bouger. Ça, c'est la première chose, effectivement. Et donc, quand il y a quelque chose qui me saoule, ça prend du, ça prend du volume, ça prend du volume. Je vous ai parlé du voisinage, c'est quelque chose qui me dérange énormément. Et j'ai du mal à faire abstraction, j'ai du mal à me dire que je vais rester dans cet appartement, alors que ça, vraiment, ça me gâche la vie, honnêtement, je vais vous le dire. Quand j'enregistre des vidéos, et vous le voyez peut-être parfois, je parle moins fort, je suis moins fou, parce qu'il y a des gens autour, et je sais qu'ils m'entendent autant que je les entends. Donc, voilà. Et puis d'autres problèmes, comme le fait que je déteste la ville dans laquelle je suis actuellement et que je vais retourner dans une ville dans laquelle j'ai habité et que j'ai adoré. Voilà. Donc il y a un peu toutes ces raisons-là. Et puis ouais, j'aime bien avoir du changement. Rien que chez moi, vous voyez avec le décor qui change tout le temps, rien que chez moi, je bouge tout le temps les meubles de place, etc. J'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de changement tout le temps. Et ça s'illustre dans le monde des comics également. Je peux pas suivre la même série pendant un mois. C'est un débat qu'on a eu sur Ex Libris où voilà, certains membres d'Ex Libris arrivent à lire 20 tomes d'un manga à la suite, où moi, j'ai besoin de changer d'univers tout le temps, tout le temps. J'imagine que c'est les personnalités. J'espère que ça répond un petit peu à ta question. On va aller sur un autre sujet, puisque Xdane nous dit que Marvel a annoncé il y a quelque temps des romans sur des personnages urbains. Il cite Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage. Que penses-tu de cette annonce? Et est-ce que ça pourrait t'intéresser? Et oui, si vous l'avez vu passer, effectivement, Marvel va sortir des romans sur certains de ces personnages. Effectivement, ils ont choisi des personnages urbains. Choix très intéressant s'il en est. Avant de dire si ça m'intéresse, est-ce que je trouve ça intéressant? Oui. Je trouve dans tous les cas l'initiative intéressante. C'est pas la première fois que c'est fait, mais je trouve ça cool. Parce que enfin, je suis pas idéaliste au point de croire que ça va recruter un lectorat. Mais je crois que si on veut recruter des gens, c'est pas malheureux, enfin c'est pas des gens qui ne lisent pas du tout. On le voit, le cinéma ne convertit pas tant de gens que ça, les séries télé non plus, etc. Et je crois que les gens qu'on pourrait intéresser, qui pourraient s'intéresser aux comics, sont les gens qui lisent déjà. Pourquoi? Parce que le cinéma, les séries télé, c'est un média qui est passif. Et je le dis pas en mal, je suis cinéphile avant d'aimer les comics. Mais le fait est qu'on est passif. L'histoire se déroule devant nos yeux, au rythme qu'a choisi le réalisateur, le monteur, toute l'équipe du film, et on est passif devant ça. Là où la lecture est un média, selon moi, actif, où effectivement c'est toi qui tournes les pages, c'est toi qui lis à ton rythme, c'est toi qui peux revenir sur des passages, qui peut... En plus, tu manipules l'objet, tu vois. Donc vraiment, il y a un côté actif, et pour moi, si on veut convertir des gens aux comics, on a beaucoup plus de chances d'aller choisir des gens qui lisent déjà du manga, qui lisent de la BD, qui lisent des romans.
Et ça s'illustre, vous pouvez aller regarder les chaînes qui parlent de littérature. Il y en a certains dans leur décor qui ont du carbone et silicium, tu vois, je pense à The Riddler, dont je vous ai déjà parlé, qui a du carbone et silicium derrière. C'est pas du comics, d'accord, on s'entend, mais le fait est que je pense vraiment qu'il y a une passerelle à créer. Est-ce que ça va passer par le fait d'adapter les super-héros? Peut-être, peut-être, pourquoi pas. Et aussi, il faut se dire que dans la tête de certains parents, la littérature en roman est plus noble que la BD. Donc, je vois très bien le genre de cadeau que pourrait faire un parent qui se dit tiens, mon gamin aime bien les super-héros, je vais lui offrir du Daredevil, je vais lui offrir du. Pourquoi pas? Est-ce que je pense que c'est une bonne idée? Oui, parce que de toute manière, toutes ces initiatives-là, pour moi, ça vaut le coup d'être tenté. Est-ce que ça m'intéresse? Ouais. Ouais, je me vois totalement prendre celui sur Daredevil notamment, pour découvrir, pour voir ce que ça peut donner. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de roman. Pourquoi pas me remettre le pied à l'étrier grâce à ça. Donc en vrai, je suis totalement intéressé par l'initiative. Je vous invite à aller voir la vidéo d'Ingé Comics qui en parle et qui donne son avis là-dessus. De toute manière, allez voir sa chaîne, hein, vous connaissez. Nicolas Esparza qui nous dit tu t'es déjà embrouillé ou fâché avec un éditeur car tu as dit du mal d'un comics ou pas du tout? C'est marrant comme question. C'est marrant, ça ne le prends pas mal Nicolas, mais ça reflète un peu une méconnaissance, je trouve, du principe de service presse et de critique. Et encore une fois, je pense vraiment que t'es pas le seul, parce que probablement que c'est une question que j'aurais pu poser il y a 2-3 ans, tu vois. Donc promis, c'est pas pour me moquer de toi du tout, et je trouve la question très intéressante. Alors non, je me suis jamais disputé avec un éditeur parce que j'ai dit du mal d'un bouquin. Avant les services presse, ça n'était pas arrivé, et si sous-entendu avec les services presse, j'aurais pu me disputer non plus. Hein, vraiment, je suis en très bon terme avec des Urban dont j'ai dit du mal de certains bouquins. 404 par exemple pourrait vraiment faire la tronche parce qu'au début de leur collection, vraiment, je descendais à peu près chaque bouquin. Et pourtant, Nicolas Beaujouan, on est en très bon terme. C'est une personne pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. Donc pas du tout, vraiment pas du tout. Ça n'arrive pas. La seule dispute que j'ai eue avec un éditeur, entre guillemets, sans citer l'éditeur, c'est un petit éditeur avec qui j'étais en contact du coup pour du service presse et qui m'a envoyé très gentiment un grand carton avec plein de bouquins, plein de BD, très gentil de leur part. Mais effectivement, il y a des BD qui m'intéressaient, d'autres beaucoup moins. Donc j'ai commencé à en lire certaines, j'ai fait une critique sur une ou deux. Et puis l'éditeur est venu me voir en me disant bon, par contre, tu te fous un peu de notre gueule. On t'a envoyé tant de bouquins, t'en as critiqué deux, c'était il y a un mois. Donc ça, pour moi, ça, de ce côté-là, c'est la faute de l'éditeur parce que, encore une fois, hein, quand on ne demande pas un titre précisément, pour moi, ça n'engage à aucune critique. Donc c'était très gentil de sa part et probablement que le temps voulu, j'aurais fait les critiques. Et c'était juste pas le moment pour moi, donc voilà. Donc c'est à peu près la seule dispute entre guillemets que j'ai eu avec l'éditeur avec qui du coup je travaille plus. Mais sinon, vraiment pas, vraiment pas. Je suis en très bon terme avec des éditeurs. On a de la chance d'avoir des éditeurs vraiment géniaux, notamment tu vois, dans les petites industries. Même en vrai, même chez Urban, c'est des gens qui sont très abordables et très gentils. Il y a une vraie relation de proximité qui se crée entre soit les chargés de communication, soit les chargés de contact presse. C'est vraiment des gens humains et non, non, c'est des super contacts. Je salue par exemple Mathilde qui travaillait avant chez Bliss, qui est passé chez Akileos, avec qui on a eu des super échanges et voilà, c'est des gens formidables pour la plupart. Non, vraiment, aucun souci de ce côté-là. Je crois qu'on a fait les 3 questions. Il est temps pour moi de vous parler de ma dernière lecture qui date d'hier. Avant-hier? Je sais plus. Les gars, j'ai lu le tome 2 de Nightwing. Ne partez pas si jamais vous l'avez pas lu, je vais pas vous spoiler. Mais je voulais pas forcément vous en parler parce que je me suis dit à la rigueur je la ferai un épisode où je parle des 3 tomes qui me restent. Mais je trouve que c'est un tome très intéressant à détailler parce qu'il reflète une vraie réalité de ce que c'est que les comics aujourd'hui. Et l'avis que j'ai dessus, c'est un avis qui est un peu unique. Enfin, je l'ai jamais eu sur un autre bouquin, donc je trouvais ça intéressant. Donc je vais pas résumer l'histoire. L'histoire de Nightwing, tome 1, je l'avais dit dans une autre vidéo, donc vous pouvez aller la voir.
Ce qui est intéressant ici, c'est que à la lecture des 2-3 premiers chapitres, parce qu'on a quand même un tome assez épais hein, par rapport au précédent, à la lecture des 2-3 premiers chapitres, vraiment, et je le dis sans aucune retenue, je me disais, c'est une des meilleures séries que j'ai lues. Vraiment. Et là, putain, si ça continue comme ça, parce qu'évidemment, en un tome et demi, tu peux pas trop savoir, mais si ça continue comme ça, je vais vraiment avoir un vrai coup de cœur pour cette série. Et ça, je peux l'expliquer de plein de manières. Et en fait, toutes les qualités qu'il y avait dans le tome 1, ici, elles sont exacerbées. Tu sens vraiment qu'ils ont pris confiance, que ce soit Tom Taylor ou, comment c'est, Redondo. Ouais, Bruno Redondo. Ils ont vraiment pris confiance, ils ont vu que ça plaisait à leur style, et ils sont allés à fond, surtout au niveau du dessin et du découpage. Il y a des idées qui sont vraiment formidables. Et tu vois, c'est à chaque page, on va nous faire un truc comme ça, où tu vois là, tu vois tout le cheminement de Nightwing au fur et à mesure qu'il parle. Je trouve que ça donne un vrai dynamisme. C'est comme si l'image bougeait. Et je trouve que là-dessus, c'est vraiment très malin. Et tu vois, on l'a tout le temps. Ça, je trouve ça vraiment génial. Juste un plan sur un bâtiment où tu vois la préparation en costume de Dick. C'est parfait. C'est parfait, c'est vraiment une très bonne idée. Donc ça, c'est poussé à fond, et il y a plein d'images comme ça où t'as des super idées de mise en scène. Et c'est vraiment très très cool. Beaucoup de plans très larges, que j'apprécie beaucoup. Donc, encore une fois, toutes les qualités, pour moi, elles sont exacerbées, elles sont vraiment encore plus grandes, encore plus flagrantes, et c'est pour ça que je me disais, ça va vraiment devenir un bouquin de fou, quoi. Mais, ce bouquin-là, comme je vous l'ai dit, reflète une réalité chez les comics, c'est que il y a beaucoup de tie-in, d'événements, de specials, etc. Du coup, on se retrouve en fait, pour la plupart du bouquin, quasiment, je sais pas, 50%, 60%, avec des histoires qui ne concernent que très peu Dick Grayson. On va avoir une histoire sur Superboy, qui est, ma foi, assez intéressante, parce qu'elle vient montrer à quel point donc le Superman à ce moment-là, qui est donc John Kent, euh, ils ont une relation qui est intéressante. Est-ce que ça fait avancer le récit de Nightwing? Pas tellement. Ensuite, on a à peu près pareil avec Red Hood, où on t'explique comment ils se sont rencontrés, où on t'explique leur relation. D'accord. Mais encore une fois, les relations qu'a Nightwing avec les autres ne fait pas avancer son histoire personnelle. Et au contraire, je trouve que ça perd l'intérêt pratiquement d'avoir un récit Nightwing qui était c'est bon, je te mets au centre de l'attention. Tu as mérité, Dick Grayson. Tu as été un sidekick pendant des années, tu mérites d'être au centre de l'attention. Et pourtant, non, on continue de leur mettre dans des équipes, on continue de leur faire fonctionner en duo, en équipe. Je trouve ça compliqué. Sans parler du dernier tome, je crois, enfin, du dernier chapitre, qui là, pour le coup, est carrément un Christmas event où on vient revoir le Christmas Carol, le récit de Charles Dickens sur, vous savez, c'est l'histoire de Scrooge qui est visité par un fantôme du passé, un fantôme du présent, un fantôme du futur, l'esprit de Noël passé, l'esprit de Noël présent, etc. Je pense que ça vous dit quelque chose. Sinon, regardez le fantastique film d'animation avec Jim Carrey. Ou lisez-le d'ailleurs. Donc, une revisite assez cool, mais c'est très classique, parce qu'effectivement, on te demande d'écrire un récit spécial Noël, t'adaptes le chant de Noël, Christmas Carol, de Charles Dickens. Bon, c'est pas hyper original, mais ça montre aussi que, voilà, que Dick est un humain, et etc., etc., puis c'est amené, en fait, par le gaz de peur du Scarecrow, de Crane. Ok, pourquoi pas. Mais en fait, encore une fois, j'ai l'impression d'avoir lu un hors-série d'une série que j'aime beaucoup. Donc, il y a plein de qualités dedans. Elles sont encore présentes, mais sans intérêt. Tu vois, t'as un peu le cul entre deux chaises. Même si, encore une fois, les premiers tomes, enfin les premières issues sont vraiment très très stylés. Gros big up sur la relation avec Barbara, qui est, je trouve, vraiment excellente. J'adore leur dynamisme, enfin leur dynamique, pardon. Comment fonctionne le duo, comment fonctionne le couple, entre guillemets, tu vois, même si ça n'a pas vraiment de nom. Le fait qu'ils s'aiment depuis des années, etc. Le fait qu'ils aient une vraie histoire ensemble. Et je trouve ça trop stylé. Le personnage de Barbara ici est vraiment mis en avant. Et ouais, je trouve vraiment que c'est un duo qui fonctionne du feu de Dieu.
Donc voilà, plein de qualités. Je trouve vraiment que le dessin s'améliore au fur et à mesure du temps et qu'il y a des constructions vraiment très sympas. Tu sens que Redondo s'amuse à faire fonctionner les duos, les équipes. Et c'est le cas un peu tout le temps. Ouais, on a aussi beaucoup un passé sur le duo Dick Grayson et Flash. Pourquoi pas. C'est voilà, c'est toujours particulier, mais encore une fois, je trouve que ça reste un très bon récit. J'ai très très hâte de lire la suite, voir si ça confirme mes soupçons que ça va être une vraie série que je vais kiffer. Et ça va être un crève-cœur de les rendre à Fox. Ça, c'est une évidence. Voilà mon avis sur Nightwing. J'ai déjà lu le bouquin dont je vous parlerai demain, puisque j'ai eu pas mal de transport aujourd'hui. J'ai pu lire ça, donc ça me régale. On se retrouve, nous les amis, la semaine prochaine. Non, demain, dès demain, pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous serez au rendez-vous. D'ici là, les amis, portez-vous bien, c'est le plus important. Abonnez-vous, likez la vidéo. Bref, vous connaissez la chanson. Ciao tout le monde.